Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre la différence entre le groupe de rotation et le groupe spin, puisqu'on a vu la dernière fois que on encodait les rotations avec une petite information supplémentaire euh, qui permettait d'encoder la façon de faire la rotation et pas uniquement l'orientation finale. Donc là, les rotations, c'est ce qu'on appelle le groupe SO. Donc, bon, on va mettre N. Et le spin, donc c'est un groupe qui est plus fondamental, qu'on appelle spin. C'est plus fondamental que le groupe des rotations, le groupe orthogonal spécial SO, c'est spécial orthogonal. Et donc, je vais peut-être rappeler un peu comment fonctionne un groupe. Donc un groupe, grosso modo, c'est une liste de transformations. C'est-à-dire on va regarder toutes les transformations qu'on peut faire et on va compiler une liste, transformation. Et tout l'intérêt de la notion de groupe en mathématiques, c'est qu'on va pas s'occuper de quelle est la signification de ces transformations ou quel est l'objet que l'on transforme. En fait, on s'en fiche de savoir qu'est-ce qu'on transforme et que font les transformations. On va juste regarder la logique derrière la liste. Donc, bon, il y a quelques. Pour avoir un groupe, il faut une transformation id qui fait rien, quoi, ne rien faire. Donc, ça, il nous faut toujours cette transformation ne rien faire. Euh, pour chaque transformation, on doit pouvoir l'annuler, donc il faut une transformation inverse. Donc, si votre liste de transformations euh, pour chaque transformation, il y a un inverse et il y a une transformation qui fait rien. Bah, on va pouvoir appeler ça un groupe, quoi. Donc il faut donc transformation inverse, l'identité. Alors l'associativité, ça c'est... en fait, il n'y a pas besoin des parenthèses. C'est-à-dire que quand on va pouvoir enchaîner les transformations, donc l'ordre dans lequel on enchaîne les transformations est important. Par contre, il n'y a pas besoin de mettre des parenthèses, quoi. Donc ça c'est l'associativité. Par exemple, si on enchaîne les transformations A, B, on fait A, B et après on fait C, bah, ça doit être pareil que faire d'abord A et après faire B, C ensemble. Donc on n'a pas besoin des parenthèses, ça c'est l'associativité. Et bien sûr, la liste doit être complète, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir des transformations manquantes, quoi. Y compris en enchaînant les transformations. Donc en fait, ce qui est intéressant dans le groupe, c'est pas qu'est-ce qu'on transforme ou qu'est-ce qu'on fait, c'est la logique dans l'enchaînement des transformations. Et en fait, on n'a pas besoin de savoir quel est l'objet qui est transformé ou qu'est-ce qu'on fait concrètement. On a juste besoin de savoir que, par exemple, si je fais la transformation numéro 2 et qu'après je fais la transformation numéro 3, euh, qu'est-ce que... Du coup, j'ai fait une grosse transformation et elle doit être dans la liste. Donc ça va être une transformation qui est dans notre liste. Globalement, la transformation globale que j'ai faite en enchaînant la 2 et la 3, elle doit exister dans notre liste, donc elle a un numéro. Donc, par exemple, c'est la transformation numéro 5. Donc en fait, on s'en fiche de savoir qu'est-ce que ça fait. On doit juste être capable de dire, bah tiens, si j'enchaîne la 2, peu importe ce que c'est, et la 3, ah, ça me donne la numéro 5 de ma liste. Et comme ça, on a vraiment abstrait de façon générale. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, qu'en fait, notre liste, elle est bien numérotée. Donc notre groupe, c'est vraiment une liste, transformation. Donc il y a forcément id. Et puis il y a plein de transformations. Voilà. Donc ça, c'est un groupe. Donc ça, on dit que c'est un groupe discret parce que notre liste, euh, elle est discrète. Mais on pourrait avoir tellement de transformations dans notre liste que notre liste, elle va être carrément continue, quoi.
Donc ça, c'est un groupe continu, ou on appelle ça aussi groupe de Lie. Donc ça serait discret. Et ça, c'est groupe de Lie, mathématicien. Et donc là, par exemple, celle-là, on voit que il y a une logique dans l'enchaînement des transformations, puisqu'en fait, 5, c'est 2 plus 3. Et en fait, si j'enchaînais la numéro 4 et la numéro 6, on verrait que c'est comme si j'avais fait directement la transformation, la dixième de ma liste, quoi. Donc ça, on dit que c'est une logique d'addition, quoi. Logique addition. Donc l'addition, c'est un groupe, en fait. Et en fait, pour des listes simples comme ça, pour des groupes où on voit il y a une dimension, c'est-à-dire qu'il faut un paramètre, pour les groupes groupe de continu, donc à un paramètre, donc groupe continu à un paramètre, ben, en fait, on peut dessiner la liste. La liste devient un dessin. Donc on va avoir soit un trait qui va jusqu'à l'infini, soit à un moment donné, il y a une des transformations, on va arriver, ah ben, c'est la même que ne rien faire. Donc ça va boucler sur lui-même. Donc quand on va vouloir dessiner, ça va faire notre liste, on va la dessiner et il faut que ça se morde la queue, donc ça, on va dessiner ça comme un cercle. Voilà. Donc en gros, pour les groupes continus à un paramètre, il n'y en a que deux. Soit il part à l'infini, soit c'est le cercle en fait. Et en fait, on peut toujours se ramener à l'addition. C'est-à-dire qu'on peut toujours numéroter nos... On peut toujours numéroter nos transformations de façon à qu'on puisse calculer facilement qu'est-ce qui se passe quand on en enchaîne deux. Donc là, on avait vu que, par exemple, quand j'enchaîne la 2 et la 4, ça va faire la 6. Voilà. 6, 4. Parce que ça, c'est le groupe addition. En fait, pour tous les groupes continus un paramètre, on peut toujours se ramener à l'addition. Donc peu importe si votre groupe paraît compliqué, tant qu'il y a un seul paramètre, il y a moyen de rebaptiser, c'est-à-dire de renuméroter toute votre liste de transformations dans votre groupe, de façon à qu'il y ait juste à ajouter les numéros pour deviner le résultat de deux transformations. Donc bah, quand on arrive à se ramener à la logique d'addition, on a trouvé l'angle en fait. C'est ça la notion d'angle. Pourquoi il y a une notion d'angle qui existe pour les, c'est une façon de numéroter les transformations où il y a juste à faire des additions, donc c'est super facile, quoi. Alors, comment, par exemple, prenons par exemple le zoom, une transformation zoom d'un appareil photo ou d'un logiciel de graphique, mon zoom graphique. Là, vous avez une photo et vous avez la possibilité de zoomer dessus, où vous avez différents objectifs avec des tailles de zoom différents. Donc, par exemple, sur votre appareil photo, vous mettez un premier objectif avec un zoom x4, et vous rajoutez encore un objectif pour faire un espèce de gros téléobjectif, vous rajoutez un zoom, par exemple, x8. Donc, par rapport à votre image de départ, c'est comme si on avait fait un énorme zoom de 32 en fait. Voilà. C'est équivalent à zoomer. Si vous avez déjà zoomé 4 fois, vous avez agrandi l'image 4 fois, et encore vous refaites un zoom de puissance x8, bah, au total vous avez agrandi votre image 32 fois, quoi. Donc là on se dit, mais voilà, notre groupe zoom, il a un paramètre, c'est la puissance du zoom. Et là, on dit, mais c'est pas l'addition.
On fait une multiplication, on a fait 4 fois 8, 32, quoi, en fait. 4 fois 8 égale 32. Donc c'est le groupe de la... En fait, on reconnaît le groupe de la multiplication, quoi. Groupe multiplication. Donc celui-là, on peut zoomer à l'infini. On va pas boucler sur soi-même. On peut toujours zoomer plus. Donc ça va être le groupe... ça va pas être le cercle, ça va être la ligne droite, quoi. Si on veut lister tous les zooms possibles qu'on puisse appliquer. Et donc, comment on peut se ramener à l'addition? Ben, en fait, il suffit de se dire, par exemple, imaginons on a un bouton, à chaque fois qu'on appuie dessus, ça fait x2, bouton x2, bouton x2. Ben, on va dire, au lieu d'appeler le zoom de puissance x4, on va dire qu'on a appuyé 2 fois sur le bouton de zoom. Donc, nombre appui, appui, bouton. On a appuyé 2 fois. Et pour avoir un zoom de puissance 8, il faudrait appuyer 3 fois, quoi. Voilà. Et donc si on appuie 2 fois et on appuie 3 fois, et ben on a du coup au total on a appuyé 5 fois, quoi. Et si on appuyait 5 fois sur le bouton de zoom, ben on se retrouve avec 32, donc ça marche en fait. Hein, puisque c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est tout le nombre de fois qu'on a appuyé. Donc c'est 2 puissance 5 en fait. Et, et donc ça fait 32. Donc le nombre de fois... Alors, au lieu d'appeler les puissances de zoom par x4, x8 ou x32, on convertit en un nombre et on dit l'équivalent, le nombre de fois qu'il faudrait appuyer sur le bouton de zoom pour faire la même chose, quoi. Et en fait, on se rend compte que, alors que c'était la multiplication, là, on se retrouve maintenant avec cette façon d'identifier chaque zoom, on a juste à faire une addition. Donc on s'est bien ramené au groupe de l'addition, quoi. Donc le groupe de multiplication, en vrai, on peut se ramener à l'addition, et ça s'appelle ce qu'on appelle le logarithme, quoi. C'est on prend le logarithme. Le logarithme de 4, ça fait 2. Bon, le logarithme en base 2, quoi. Et du coup, pour retourner une fois... Donc ça, c'est bien un angle. On a trouvé une façon de paramétrer notre groupe où il y a juste à faire des additions. Donc c'est la notion d'angle. Voilà. Donc l'angle du zoom, c'est le logarithme du zoom, en fait. Au lieu de multiplier les puissances de zoom, on additionne son logarithme. Et puis si on veut revenir, zoom est égal à 2 puissance l'angle, en fait. Bon là c'est avec des nombres entiers, mais en général c'est, peut-être vous connaissez, c'est la fonction logarithme népérien ln et, et l'exponentielle. Ça, c'est une fonction super importante parce que ça permet de convertir le groupe de multiplication et l'écrire comme une addition. Et donc ça démontre que en fait n'importe quel groupe où il y a un seul paramètre pour identifier des transformations, en fait on peut se ramener à l'addition, quoi. Donc soit une addition qui va jusqu'à l'infini, soit avec une addition modulo, c'est-à-dire qu'on va reboucler sur soi-même à un moment donné. Et, et donc en fait l'idée c'est que les groupes continus, les groupes de Lie, on peut les dessiner. C'est-à-dire que la liste est tellement
Si vous notez toutes les transformations possibles, il y en a tellement et elles sont tellement proches les unes des autres que vous finissez par avoir une figure. Donc si vous avez des groupes plus compliqués, vous allez avoir carrément des surfaces. Bon là je dessine pas terrible. Et donc ça c'est le groupe. On peut le dessiner, un groupe continu, groupe de lit. C'est-à-dire que ça va aussi être une surface ou une variété. Variété. Ou en anglais, c'est manifold. Ah, vous avez déjà dû voir ce mot. C'est-à-dire que les groupes continus, quelque part, on peut les dessiner et les étudier géométriquement. C'est comme si on étudiait la liste des transformations et qu'on la dessinait. Donc en une dimension, ça va être soit il n'y a que deux groupes, soit le cercle, soit la ligne droite. Et donc en fait, on va pouvoir comprendre un peu mieux la différence entre le groupe des rotations. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait encoder la rotation avec une moitié d'angle et que ça nous permettait d'enrichir le groupe des rotations. Donc on va dessiner les deux groupes pour voir un peu qu'est-ce qui se passe et on peut le faire en dimension 1, en dimension 2. Bon, dimension 1, il n'y a pas grand-chose à dire. Et en dimension 3, parce qu'on a du bol. Bah, pourquoi on a du bol? Parce que en dimension 3, le groupe des rotations, donc c'est SO3, c'est une boule en 3 dimensions, une boule pleine, en fait. Voilà. Avec l'intérieur. Et le groupe spin 3, alors là, c'est la surface. C'est la surface c'est une sphère, mais dans un espace à 4 dimensions. Donc là, la surface, elle est 2D. La surface, elle est 2D, mais là, on compte l'intérieur. En fait, on voudrait. Ça va être une sphère, on appelle ça S3. Parce que c'est l'équivalent de la surface, donc dans un espace 4D, quoi. Mais là, on veut tout l'intérieur, donc c'est 3D. Donc c'est un groupe en 3D, quoi. Il y a le paramétrage est une figure en 3 dimensions. Et le spin 3, qui est censé dédoubler toutes les rotations possibles pour pouvoir encoder la petite information supplémentaire, on peut le dessiner comme la surface d'une sphère dans un espace à 4 dimensions. Et du coup, la surface de la sphère, effectivement, elle va avoir 3 dimensions, quoi. 3 dimensions, c'est-à-dire qu'en haut et bas, mais comme dans la sphère, elle va reboucler sur elle-même. C'est-à-dire que vous partez dans n'importe quelle direction, vous revenez à votre point de départ au bout d'un moment donné, quoi. Donc ça, on peut dessiner le groupe de rotation. Là, la sphère dans un espace 4 dimensions, c'est un peu plus compliqué à dessiner, donc on va tricher un peu, on va avoir une technique qui est couramment utilisée et qui est dans une des vidéos. Euh, je sais plus si... Oui. Ouais, dans cette vidéo-là de Noah, je crois. Et donc il utilise la technique pour justement comprendre comment visualiser une sphère d'un espace en 4 dimensions qu'on peut pas. Et je me suis toujours demandé au début quand j'apprenais tout ça, c'est pourquoi on expliquait directement en 3 dimensions et pas d'abord en 2 dimensions. Et au début, je comprenais pas pourquoi on expliquait en 3D, ce qui est déjà assez compliqué à comprendre, puisque effectivement on a du mal à visualiser. Mais pourquoi on n'expliquait pas en 2D? Et en fait, c'est parce il se passe un truc, c'est que quand on dessine le groupe des rotations, donc toutes les orientations possibles en 2D, bon, bah, ça va de 0 à 2π si vous voulez, hein. On utilise l'angle. Et 2π, c'est comme si on revenait à 0. Donc c'est un trait, mais qui boucle sur lui-même. Donc en fait, c'est un cercle. Hein, puisqu'on a dit qu'il n'y avait que ça en groupe à un paramètre.
Et le groupe spin 2, lui, et bah, le problème c'est que c'est aussi un cercle, puisqu'il n'y a que ça quand il y a un seul paramètre. Donc en fait, mathématiquement, le groupe spin 2 ou le groupe SO2, si on oublie l'interprétation, qu'est-ce qu'on transforme et qu'est-ce que font les transformations, la logique d'enchaînement des transformations, c'est la même, c'est le cercle. Donc mathématiquement, on est un peu embêté parce qu'on n'a pas grand-chose à dire puisque c'est le même groupe en fait. Donc la seule différence, ça va être dans l'interprétation. Donc ça, c'est pas super mathématique, mais je trouve que c'est important quand même de comprendre que, ok, c'est le même groupe mathématiquement parce que justement en maths, on va chercher à oublier qu'est-ce qu'on fait exactement pour pouvoir se concentrer sur la logique. Mais quand même, la signification, elle est différente dans les deux cas, quoi. Donc c'est deux groupes différents, mais mathématiquement, au final, ça revient à la même chose. Donc ça, on va commencer par là pour comprendre comment c'est possible que deux groupes qui ont l'air différents, au final, ce soit la même chose. Et après, on essaiera de voir qu'est-ce qui se passe en trois dimensions, puisque là, on a vraiment le groupe SO3. On le dessine pas pareil, ils sont différents géométriquement, quoi. Les dessins des groupes sont différents, quoi. Là, on a une boule complète, et là, on a la surface d'une serre dans un espace à plonger dans un espace à quatre dimensions. Donc déjà, on va voir comprendre comment c'est possible que le groupe SO2 et spineuse soit le même. Donc la dernière fois, on avait vu que en utilisant les algèbres de Clifford, on faisait une rotation avec un nombre Q qui encodait le demi-angle cosinus θ sur 2 plus sinus θ sur 2 EXY. Donc vous vous souvenez, les EXY, quelque part ça représente dans quel plan on veut faire notre rotation. Et oui, il faut oublier ces histoires d'axes de rotation, ça ne marche qu'en trois dimensions en fait. Donc si vous voulez penser les rotations en n'importe quelle dimension, pensez un plan de rotation, quoi. Voilà, donc on utilisait les demi-angles et on voyait que du coup, ben, il y en avait plus, il y en avait le double. Donc le double, on dit que le groupe spin, alors voilà, hop. Donc le groupe spin 2, on dit que c'est le double cover. En français, ça doit être double revêtement, double revêtement, double revêtement de SO2. Et donc on avait... donc j'avais noté, alors j'avais sauvegardé... oui, voilà. Donc ça c'est le groupe SO2. Donc, donc ça c'est le groupe SO2. Donc c'est toutes les transformations possibles. Alors, on explique la transformation au travers de son résultat sur un objet. Donc souvent, et c'est un peu piégeux, il y a des objets qui reflètent complètement les transformations d'un groupe. C'est-à-dire que vous partez, vous définissez une position de départ, et du coup, pour chaque transformation de votre groupe, l'objet va être dans une position bien différente, ce qui fait qu'on va confondre un peu, pour chaque orientation de l'objet, on peut dire, ah bah, on peut deviner quelle transformation on a faite. Alors c'est pas le groupe, parce que des fois il y a des objets où ça marche pas, mais donc là on va dire, on dit que la position de départ de l'avion c'est ça,
Donc ça, on choisit nous-mêmes, position de départ. Et parce qu'on a fixé une position de départ, à chaque fois qu'on va dessiner l'avion dans une autre direction, on va pouvoir deviner quelle transformation on a fait. C'est-à-dire que là, si on, donc ça, c'est pas une transformation, c'est pas ça notre groupe, ça c'est les résultats, si vous voulez. Mais souvent, il y a autant de résultats différents que de transformations qu'on peut faire. Donc souvent, au lieu de dire exactement quelle transformation on fait, on dit, ben, la transformation qui, si on était parti de cette position-là et qu'on arrive ici, ben voilà, c'est ça la transformation que je veux faire. Mais ma transformation là, que je veux faire, j'aurais pu l'appliquer à partir de n'importe où, de n'importe quelle position de départ, pas forcément celle-là. Hein. Donc là, la transformation, c'est pas mettre à la verticale. C'est si je pars de là, en fait, c'est la transformation, c'est j'ai fait un espèce de quart de tour. Dans le sens où là j'étais couché et maintenant je suis à la verticale. Donc là, le groupe, si vous voulez, c'est pas le résultat final, c'est la transformation qu'il faut faire pour arriver à ce résultat final, sachant qu'on a fixé une position de départ. Si on n'a pas fixé de position de départ, on est coincé, quoi. Donc là, si la position de départ, c'est ça, et puis qu'on est exactement dans la même position, on n'a rien fait. Donc dans notre groupe, c'est ce qui correspond à ne rien faire. Vous vous rappelez, dans la liste du groupe, on doit avoir une transformation qui ne fait rien. Et donc, pour chaque orientation de l'avion possible, on devine quelle transformation on a fait. Donc là, on l'a retourné, quoi. Retourné. Et retourner, on peut le faire depuis n'importe où. Par exemple, si mon point de départ, c'est l'avion vers le haut, je peux appliquer ma transformation retournée, ça va être l'avion vers le bas. Hein. Donc il ne faut pas confondre le résultat de notre transformation avec de quelle transformation on parle exactement. Parce que la transformation dont on parle exactement, elle peut s'appliquer à partir de n'importe quel point de départ. Mais bon, souvent, comme il y a une correspondance exacte entre toutes les transformations possibles et toutes les positions de l'objet possibles qu'on peut atteindre, effectivement, souvent, on simplifie en disant juste, on fixe un point de départ par convention et après, on dit juste, bon, ben voilà, la transformation qui fait arriver là, quoi. Donc ça, c'est le groupe de rotation auquel qu'on apprend en général. Et le problème, donc j'avais dit, c'est oui, mais dans cette façon de spécifier une rotation, on indique le résultat final sur un objet, mais on ne dit pas par quel côté on a effectué la transformation. C'est-à-dire que si je dis mon avion, il était par là, et maintenant il est là, en fait, on a très bien pu faire ce mouvement-là, en fait. Donc tourner comme ça. C'est-à-dire qu'on était là et maintenant on se retrouve là. Ou, ou on a très bien pu faire euh, ce mouvement-là, un peu plus long, mais il est valide. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, automatiquement, il choisit un des deux mouvements. Ça n'existe pas, en fait, ça. Enfin, moi, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre les rotations, parce que moi, dans ma tête, une rotation, ça a toujours été un mouvement, en fait. Et donc là, quand on passe de là à là, quelle transformation on a fait? Ben, en général, enfin, il y a des gens, ils vont se dire, bah tiens, on a fait ce mouvement-là. Mais on pourrait dire, on a fait ce mouvement-là, ça marche aussi, en fait. Et donc là, on précise que le résultat, parce que les objets du quotidien, en fait, quand on fait d'une façon ou d'une autre, on voit pas la différence. Alors, il se trouve que il y aurait des objets qu'on appelle spinners, où bah c'est pas pareil. Hein. Donc là, ça serait un bug de notre réalité, si vous voulez, ou parce qu'on ne pense à ne faire tourner que des objets concrets de notre quotidien, bah eux, la façon dont on les a tournés, ils s'en fichent, ça change rien pour eux. Donc effectivement, le groupe de rotation est adapté.
Mais mathématiquement, quand on étudie le groupe, il y a moyen de voir si c'est le vrai groupe fondamental ou si c'est une version atrophiée, en fait. Hein, donc le groupe des rotations, mathématiquement, on peut détecter que c'est une version atrophiée d'un groupe qui serait plus fondamental et qui est le groupe spin, quoi. C'est une version appauvrie du groupe spin. Donc c'est la version appauvrie, c'est que parmi toutes les transformations possibles, celles qui aboutissent à la même orientation finale pour un objet du quotidien, on va dire que c'est la même chose, quoi. Donc ça c'est la vision spin, si vous voulez. Donc ça c'est les vraies transformations fondamentales. Donc ça c'est fondamental, hein. C'est pas que le groupe spin est une version enrichie du groupe des rotations, c'est au contraire, c'est le groupe des rotations qui est une version appauvrie. Rotation, euh, c'est appauvri, je sais pas comment dire. Appauvri. C'est-à-dire qu'on a perdu l'information de dans quel sens on a tourné. Parce que pour les objets du quotidien, ça change rien. Mais j'ai vu déjà que pour, par exemple, si vous faites de l'animation graphique en 3 dimensions, vous animez des personnages, les mouvements de leurs bras, ou, etc. Ben, en fait, déjà, il vaut mieux réfléchir à encoder le spin plutôt que la rotation, parce que dans quel sens vous faites tourner un bras ou une main, ça va complètement changer ce qui se passe. Et en plus, là, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il choisit automatiquement le mouvement le plus court. Donc c'est notre cerveau qui complète l'information manquante de la rotation. Donc en fait, notre cerveau, il réfléchit en spin. Moi, je suis sûr que d'instinct, on réfléchit en spin. Et ce qui se passe, c'est si on passe de là à là, c'est-à-dire que c'est au niveau du groupe de rotation, ça c'est la transformation qui s'appelle retourner, mais sans préciser dans quel sens. Et là, là vous avez les gens, vous avez une chance sur deux qui fassent le retournement par le haut ou par le bas, hein. Donc dans le groupe spin, il va y avoir encore deux façons de le faire. Il va y avoir le... Donc il faut arriver là. Il va y avoir un mouvement comme ça, dans le sens trigo, où vous avez à avoir le mouvement... vous allez avoir le mouvement dans l'autre sens. Voilà. Donc dans le groupe spin, il y a toujours 2 fois plus de transformations possibles parce que dans le groupe spin, c'est pas pareil quand vous passez dans le sens trigo ou dans le sens des aiguilles d'une montre, quoi. Et donc à partir du groupe spin, on peut oublier quel sens on a utilisé pour regarder que le résultat final sur un objet physique. Parce que sur l'objet physique, euh, par quel sens on a effectué la transformation, ça change rien. Mais sur un spinner, si on fait la transformation sur un spinner, c'est pas pareil. Et spinner existe puisque un électron, c'est un spinner, hein. Électron. On voit rien. Donc un électron égale un spinner. Donc c'est une particule. Il y a des particules élémentaires qui sont des spinners. Et donc on ne peut pas utiliser le groupe de rotation parce que pour eux, il faut bien dire oui, mais vous avez fait dans quel sens votre rotation parce que pour eux, c'est pas pareil, hein. L'état final auquel ils aboutissent n'est pas le même, quoi. Voilà, donc on a vraiment 2 groupes différents. Le groupe des orientations, si vous voulez, finales, les rotations, et le groupe spin qui vous dit exactement quel mouvement on a fait si vous devez manipuler un bras robotique ou je sais pas. Et donc ça, c'est le groupe spin. Voilà. Et maintenant, on va voir que, en fait, mathématiquement, si on oublie la signification de chaque transformation, la logique est la même, en fait. Donc c'est la logique du cercle. Donc on a d'un côté
Bon, bah, je remets notre groupe SO2 et le groupe spin. Voilà, donc là c'est SO2, SO2 et nous, du coup on va dire groupe spin, c'est-à-dire l'interprétation spin, puisque mathématiquement c'est la même chose. Et donc on avait le demi-angle, c'est-à-dire que là c'est le fameux Q. Donc là on a Q égale 1, c'est-à-dire qu'on fait rien. Là on avait Q égale moins 1. Et on avait vu que quand on faisait moins 1, l'orientation finale de l'avion, on avait l'impression qu'il n'avait pas bougé. Mais si on avait un spinner, ça serait pas pareil, hein. Donc là, l'avion, c'est pas un spinner, c'est un vecteur. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a toutes les transformations possibles. Alors, pareil, là, je montre le résultat final, mais c'est pas ça le groupe. Le groupe, c'est quelle transformation on a fait. Donc là, on voit que on a l'impression que si on regarde le groupe par le haut, la transformation, elle est dans le sens trigonométrique. Et par là, ça va être dans le sens inverse. Donc c'est comme ça qu'on va encoder la signification de notre groupe. On va dire, ça c'est le mouvement, c'est-à-dire qu'on part de là, on arrive là, c'est le mouvement quart de tour en fait. Là c'est le mouvement retourné mais par le haut. Et donc là, on va dire que c'est le mouvement retourné, mais par le bas, quoi. Et là, pareil, c'est le quart de tour, mais par en bas, quoi. Voilà. Donc là, pareil, on va arriver par là, mais en faisant le grand tour. Alors que... Donc on voit que à chaque fois, il y a un jumeau au niveau de l'avion. L'avion, lui, qu'on est tourné en faisant le petit quart de tour ou en faisant le quart de tour en passant par le grand chemin, l'avion au final il voit pas la différence. Donc là, ce que je représente, c'est pas le résultat final, c'est le résultat final atrophié d'un objet classique, quoi, physique, hein. Enfin concret, je sais pas comment on appelle ça, un vecteur, voilà. C'est-à-dire que le vecteur, lui, qu'on l'ait tourné comme ça ou comme ça, ben le résultat final est le même. Mais notre groupe, nous, on fait bien la différence, c'est-à-dire que là, on partait de là, donc là, on va faire un grand tour comme ça, et son jumeau, il aboutit au même résultat en apparence, mais en passant par le petit côté. Et donc du coup, comment interpréter ce Q égale moins 1? Puisque en apparence, ça fait rien, donc on va l'appeler Q égale moins 1, ça va être passer par l'autre côté en fait. C'est la transformation passer par l'autre côté. Par l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est ne rien faire. Donc là, les petites flèches, c'est vraiment l'interprétation du groupe spin 2. C'est-à-dire que pour chaque valeur de Q, j'associe en fait, j'explique, ben en fait c'est tel mouvement. Hein, donc là c'était Q, ici c'était Q égale Q égale c'était EXY, voilà. Et donc quand on applique la transformation moins 1, c'est-à-dire passer par l'autre côté, à ce mouvement-là, on obtient le mouvement en passant par l'autre côté, donc celui-là. Donc en fait, celui-là, c'est Q, c'est moins EXY. Donc c'est vraiment en enchaîné, c'est ce mouvement passant par le haut. Maintenant, oui, mais maintenant je veux qu'il passe par le bas. Donc on a inversé le mouvement. Et donc c'est pareil que EYX.
Donc c'est la rotation dans le sens inverse, en fait. Et dans les deux cas, on aboutirait sur un vecteur à la même chose, mais pas sur un spinner. Mais bon, les spinners, c'est un peu plus compliqué à expliquer, donc là, je vais pas en parler plus que ça. C'est juste pour dire que c'est pas que en fait c'est notre réalité où il y a un problème, que les objets de notre quotidien ils ont un problème puisque eux ils oublient par quel côté on les a tournés, mais qu'en vrai fondamentalement la réalité il y a une différence, quoi. Donc voilà, donc ça c'est l'explication de mon groupe. Et donc bah là on peut pas trop dessiner le mouvement parce que c'est pas un mouvement, on vous donne que le résultat final. Donc je mets une espèce de flèche comme ça et j'indique juste le résultat final. Et le fait qu'on ne précise pas le mouvement, ça nous empêche pas de réussir à faire la transformation. Si je prends l'avion comme ça, je cache ce que je fais et je vous le mets comme ça, après, je vous donne n'importe quel objet dans n'importe quel sens, vous allez pouvoir reproduire exactement ce que j'ai fait, puisque en fait, vous n'avez pas besoin de savoir exactement dans quel sens j'ai tourné, puisque le résultat sera le même. Donc vous allez choisir arbitrairement, votre cerveau il va choisir obligatoirement une façon de faire le mouvement, parce que vous allez devoir le faire en vrai, le mouvement. Donc en général, on n'y pense même pas, automatiquement on se dit, bah tiens, il faut tourner d'un quart de tour comme ça. Et sauf celui-là où là, il y a pas un chemin qui est plus court que l'autre. Donc là, il y a des gens qui vont choisir un sens, puis d'autres gens qui vont choisir un autre sens. Par exemple, si vous avez une pièce pile ou face, euh, vous pouvez retourner la pièce en la tournant dans ce sens-là, ou voilà, mais dans tous les cas, ça transformera un pile en face ou un face en pile. Donc en fait, voilà. Et ça, donc ça, c'est le groupe SO2, ça, c'est le groupe Slim. Et donc, on va faire un essai pour voir, effectivement, c'est le même groupe. Donc, on va prendre... euh, qu'est-ce que j'avais fait? Ouais, voilà. Donc, on va essayer, on va prendre... est-ce que j'ai d'autres cercles? Ah oui. Ou on va prendre une autre page. Voilà, donc, on va prendre, par exemple, cette transformation-là. Donc, ça, c'est le groupe des rotations. Et ça, c'est le groupe spin. Donc, l'interprétation, le groupe, ça va être le même. Donc, je vais enchaîner cette transformation-là avec cette transformation-là. Donc, dans l'interprétation des rotations enfin, qui agissent sur l'orientation d'un objet, euh, donc ne rien faire, il est ici. Donc, en gros, on a tourné l'objet d'un quart de tour et après, on l'a retourné. Donc, le résultat, si j'enchaîne cette transformation-là et cette transformation-là, on va retourner un objet et enchaîner avec un quart de tour. Par exemple, si je mets... euh, ils sont où mes avions? Ils sont là. Donc notre point de départ, c'est comme ça. Donc alors là, c'est le groupe, on dit, il est commutatif, c'est-à-dire qu'on peut faire les transformations dans l'ordre qu'on veut, ça ne va pas changer. Donc je peux faire... donc on a dit qu'il faut que j'enchaîne un quart de tour et un retournement complet. Donc on se retrouve la tête en bas. Donc le résultat de ces deux transformations, quand je les enchaîne, ça va faire le résultat ici. Il se retrouve la tête en bas, hein. Donc si j'enchaîne celle-là et celle-là, j'aboutis à ça.
Et maintenant, on va voir ce qui se passe dans le groupe spin. Donc pareil, on va enchaîner cette transformation-là et cette transformation-là. Sauf que cette fois-ci, l'interprétation de cette transformation-là, c'est un retournement par le haut. Donc c'est un retournement complet, mais en passant par le haut. Donc l'interprétation n'est pas la même, hein. Et là, c'est passer par l'autre côté, en fait. Autre côté, quoi. Donc j'enchaîne un retournement complet par le haut. Et après, j'ai dit, oui, mais je veux passer par l'autre côté. Et bien, c'est comme si on faisait un retournement complet, mais par le bas. Et retournement complet par le bas, c'est ici. Donc on voit qu'on aboutit exactement à la même logique, hein, puisqu'on se retrouve avec retournement complet, mais par le bas. C'est-à-dire qu'on a enchaîné la transformation retournement par le haut, suivi, oui, mais je veux le faire dans l'autre sens. Donc on se retrouve avec, au total, au final, on a fait quoi? Un retournement par le bas. Ce qui correspond bien à cette position-là. Donc vous voyez, peu importe l'interprétation qu'on utilise, mathématiquement, il faut qu'on retrouve la même chose que quand on enchaîne cette transformation-là, peu importe ce que c'est, avec celle-là, on aboutit à celle-ci dans la liste. Et peu importe votre, ça marche même dans l'interprétation spin. Alors que ça, les significations n'ont rien à voir, mais la logique, en fait, mathématique est la même. Donc c'est pour ça qu'on dit que les groupes SO2 et spin 2, c'est isomorphe. C'est les mêmes groupes, en fait, mathématiquement. Isomorphe. Donc mathématiquement, il n'y a rien à dire en fait. Tout est dans l'interprétation qu'on fait de notre liste de transformations. C'est ça qui est un peu bizarre. Et on peut en faire un autre pour vérifier, hein. On peut prendre. Donc encore pareil, un cercle qu'on va interpréter avec les rotations et un cercle qu'on va interpréter. Donc cette fois-ci, on va enchaîner deux fois c'est la même. Voilà, on va enchaîner deux fois la même. Et on va essayer de deviner qu'est-ce qui se passe quand on enchaîne deux fois cette transformation-là. Donc dans l'interprétation rotation, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a fait deux quarts de tour. Donc c'est comme si on avait retourné l'objet. Donc la réponse, ça va être bah là, hein. C'est l'interprétation la plus facile, je pense, hein, auquel on est le plus habitué. C'est-à-dire qu'on a, si on prend un objet du quotidien, donc point de départ par là, et j'enchaîne mes deux transformations orange, qui sont les mêmes, et ce qui correspond à se retrouver, si je pars de là, je me retrouve comme ça, donc je le fais une fois, et je refais la même une deuxième fois. Donc je me retrouve bien retourné. Mais on voit que instinctivement, j'ai choisi de le faire par là. J'aurais pu faire un premier retournement par l'autre côté, donc c'est plus long, et un deuxième retournement par l'autre côté. Et on voit qu'on aboutit à la même chose. Mais ça, pour encoder ça, on serait obligé de passer par le spin 2, par le groupe spin 2. Parce que lui, il fait bien la différence pour les deux mouvements. Alors maintenant, si on passe à... Alors attends, oui, ça pourrait être pas mal de... Bon, ouais, en fait. On pourrait montrer que peu importe le sens qu'on choisit instinctivement, euh, on peut pour enchaîner ce fameux quart de tour,
on peut soit choisir le petit chemin ou le grand chemin. Donc en fait, il y a quatre possibilités, puisqu'on fait deux fois le quart de tour. Il y aurait quatre façons de faire ce que j'ai fait. Et, euh, et on pourrait encoder dans le groupe spin pour voir qu'à chaque fois, on trouve bien à peu près la même réponse, hein. Mais là, c'est pas ça que je fais. Là, ce que je veux voir, c'est que si je change d'interprétation et que je me dis, ben non, ma liste de transformation, donc sur le groupe, je prends exactement les mêmes transformations de ma liste, mais je dis oui, mais je les interprète pas de la même façon. Euh, donc là, c'est l'interprétation spin 2. C'est-à-dire mathématiquement, c'est la même chose, mais moi, je parle pas de la même chose. J'interprète différemment. Et donc là, on a vu que les transformations orange, c'est en fait, il faut enchaîner un retournement par le haut, donc deux fois, quoi. Donc je vais faire un retournement par le haut, une fois, et un retournement par le haut une deuxième fois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Là, donc ça. Donc j'ai fait un retournement par le haut et un retournement par le haut une deuxième fois. Donc en fait, on suit ce chemin-là. On a fait un retournement par le haut et on l'a enchaîné une deuxième fois. Donc on est revenu en apparence au point de départ. Mais dans notre groupe spin, ça n'a pas la même signification. Donc quand on enchaîne ces deux transformations-là, on a fait un tour complet, donc en apparence on n'a rien fait, mais non, parce que attention, dans le groupe spin, c'est pas pareil. Donc on a abouti à ce qu'on a appelé Q égale moins un en fait. Q égale moins un. C'est-à-dire, on a fait soi-disant un tour de 360 degrés, mais on sait que c'est pas pareil que de si on n'avait rien fait. Et donc on avait appelé cette transformation changer de côté, quoi, passer par l'autre côté. Donc, dans le groupe spin, quand j'enchaîne deux fois un demi-tour par le haut, on a l'impression qu'on a fait un tour complet, mais c'est pas pareil. Et donc la réponse, Q égale moins 1, c'est bien ici, quoi. Donc on trouve bien la même réponse, peu importe l'interprétation qu'on choisit. Mathématiquement, de toute façon, on s'en fiche, puisque si on vous donne les endroits du cercle qui correspondent, ben, on peut deviner la réponse directement, hein. Il suffit d'additionner les angles qui correspondent. Allez, on va en faire un dernier, le temps de s'habituer un peu plus. Donc on va reprendre... Donc là, c'est pas facile parce que comme les groupes sont censés être différents, mais en fait c'est les mêmes, ça crée de la confusion. Et on verra qu'en trois dimensions, on a moins ce problème de confusion parce que le groupe spin se dessine différemment du groupe de rotation. Donc il y a moins de chances qu'on mélange tout, quoi, au bout d'un moment. Donc pareil, rotation. Donc ça c'est l'interprétation. Donc cette fois-ci, on va enchaîner ouais, c'est celui-là avec celui-là dans une interprétation et dans l'autre, et on doit trouver la même chose. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un... Alors, je vais choisir un spin moi-même. C'est-à-dire que là, normalement, on partait de cet avion-là
Et on se retrouve ici. Donc on a fait un quart de tour. Donc je vais dire on a fait un quart de tour vers le haut. Et cette transformation-là, au lieu de dire bah, on a fait un grand tour, je vais dire on a fait un quart de tour vers le bas. Donc sur mon avion, euh, donc je pars de mon point de départ. Je pars comme ça. Et en fait, j'enchaîne un quart de tour vers le haut, un quart de tour vers le bas. Un quart de tour vers le haut, un quart de tour vers le bas. Ah, bah c'est comme si j'avais rien fait. Donc la réponse, si j'enchaîne les deux transformations orange, dans l'interprétation rotation, c'est comme si j'avais rien fait, quoi. Donc orange enchaîné avec orange, c'est comme si j'avais fait la transformation rouge, c'est-à-dire rien, quoi. Et en fait, j'aurais pu choisir une autre interprétation. J'aurais pu dire celle-là, c'est quart de tour en passant dans le sens trigonométrique. Et celle-là, c'est trois quarts de tour en passant dans le sens trigonométrique. Au niveau de l'orientation finale, ça ne change rien. Mais apparemment, on a le droit de choisir le mouvement qu'on fait sans que ça pose de problème. Hein, c'est-à-dire que le groupe de rotation, les objets du quotidien sont complètement aveugles à notre choix personnel de comment on a effectué la transformation. Donc, ben, on va voir. Donc, par exemple, si je fais la transformation, donc trois quarts de tour, voilà, et j'enchaîne avec la transformation quart de tour dans le même sens, effectivement, je me retrouve comme si j'avais rien fait à l'avion. Donc, on a le droit mentalement de compléter l'information manquante en se disant dans quel sens on a fait effectivement le changement d'orientation. Voilà. Maintenant, on va reprendre mathématiquement, on veut calculer qu'est-ce que fait l'enchaînement des deux transformations orange, mais on va essayer de deviner la réponse en utilisant l'interprétation de type spin. Donc même dessin mathématique, mais l'interprétation est différente. Donc l'interprétation orange, donc c'est, on a dit, euh, cette transformation-là, c'est en fait on fait un retournement par le haut, et son jumeau, c'est le retournement dans l'autre sens. Donc là, on fait un retournement par le haut et un retournement dans le sens inverse. Donc là c'est comme si on n'avait rien fait. C'est-à-dire que si j'enchaîne un retournement par le haut et que j'enchaîne avec un retournement dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une fois je tourne dans le sens trigonométrique et une fois je retourne mais en prenant le sens des aiguilles du montre, là c'est comme si j'avais rien fait. Donc la réponse c'est bien la même chose. C'est pas pareil que quand on avait enchaîné les deux retournements, mais cette fois-ci dans le même sens. Parce que cette fois-ci, on faisait le tour complet, et là, c'est pas pareil. Là, on fait bien deux retournements, mais il y en a un qui annule l'autre, puisqu'on revient sur nos pas, en fait. Donc on voit qu'on choisisse l'interprétation rotation ou spin, de toute façon, mathématiquement, on aboutira à la même réponse, avec le sens différent, bien sûr. Donc c'est à nous d'interpréter, de choisir une interprétation. Mais mathématiquement, les calculs, ça donnera la même chose, quoi. Et c'est peut-être plus facile de deviner la réponse en utilisant une interprétation plutôt que l'autre. Bon, bah voilà, c'est pas mal. Oui, donc je vous fais pas les quatre interprétations possibles, hein. Alors maintenant, on va passer en 3D. Et en 3D, on va déjà peut-être expliquer comment on peut dessiner, parce que cette fois-ci, en 3D, on a donc le groupe des rotations et spin 3.
Donc là, on a dit c'est une boule en 3D, mais pleine. Voilà. Donc ça, c'est votre liste. C'est-à-dire que votre liste de toutes les transformations possibles, c'est une boule. Donc ça, on peut dessiner. Et là, pas de bol, c'est une espèce de surface d'une sphère plongée en 4D, d'une sphère en 4D. Donc là, la surface elle-même, c'est en fait c'est un volume, hein, puisque et donc là on peut pas dessiner, donc on va voir une astuce comment dessiner quand même, parce qu'on peut quand même avoir une petite idée de ce qui se passe. Et surtout, on voit que dans ce cas-là, les deux groupes sont bien différents mathématiquement quand on essaie de les dessiner, quoi. Et donc ça, c'est ça qui est expliqué dans la vidéo de Noah. Voilà, cette vidéo-là, bon, c'est en anglais, mais allez la voir parce que c'est vraiment intéressant. Mais je pense qu'il faut expliquer un peu tout ce que j'ai expliqué avant pour bien comprendre la portée de la vidéo. Euh, Ouais, voilà, donc on note pour parler de ces sphères, donc c'est l'équation d'une sphère en 3D, vous la reconnaissez, c'est x carré plus y carré plus z carré. Et donc la surface de cette sphère, ça définit une surface en deux dimensions. Hein. Si vous vous baladez, c'est comme la planète Terre, si vous vous baladez dessus, vous pouvez avancer en latitude ou en longitude, quoi. Il y a deux façons de se déplacer, donc c'est la surface, la sphère est en deux dimensions, mais c'est une sphère dessinée en trois dimensions, quoi. Et donc nous, il faut réussir à dessiner l'équivalent avec une dimension de plus. C'est-à-dire qu'on est dans un espace de quatre dimensions, mais on rajoute une contrainte. Donc il n'y a plus que 3 degrés de liberté de mouvement, donc c'est un espèce de volume. Mais ce volume, c'est la surface quelque part d'une sphère en 4D. Donc c'est un volume où quand on se déplace, donc il y a trois façons de se déplacer. Donc il y a un haut, bas, droite, gauche, devant, derrière. Mais ça boucle, puisqu'on est sur une espèce de sphère en 4 dimensions quelque part, donc on ne se rend pas forcément compte. Mais si on peu importe dans quelle direction on avance, si on continue assez longtemps, on devrait se retrouver au point de départ. Tout comme sur Terre, normalement, si vous avancez, vous pouvez partir dans n'importe quelle direction. Vous êtes coincé sur la surface de la Terre, mais peu importe dans quelle direction vous partez, si vous continuez suffisamment longtemps votre route, vous allez faire le tour et revenir exactement où vous étiez, quoi. Donc la sphère S3 en 4 dimensions, c'est la même chose mais avec un volume. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer dans trois directions différentes, mais on retrouve cette idée que bah, si vous continuez suffisamment loin, vous allez faire un tour et vous retrouver vers vous-même, quoi. Mais là, on peut pas dessiner cette sphère en 4 dimensions, donc on va voir une astuce pour dessiner ça. Alors, aussi, je précise que ça ne marche qu'en 3D, c'est-à-dire que on a vu SO2, c'est un cercle, donc c'est la sphère S1, cercle, c'est le groupe cercle, on va dire, et spin 2 pareil, spin 2 aussi. Donc les deux appellations, c'est en fait c'est le même groupe, on a vu, donc ça c'est ce qu'on vient de voir. Et pour SO3, donc là on a vu que c'est une boule et on peut la dessiner. Mais pour Spin 3, c'est la sphère S3. Donc c'est surface d'une sphère en 4 dimensions. Donc là, on a du bol parce que le dessin correspond à un objet assez simple mathématiquement. C'est-à-dire que le dessin du groupe spin en 3 dimensions, ça correspond à un objet géométrique plutôt sympa, bon, qu'on peut pas dessiner concrètement parce qu'il nous manque une dimension, mais ça correspond à la sphère. Alors après, ça marche plus aussi bien, hein. C'est-à-dire que si j'essaye de savoir quel est le dessin
à quelle variété ça correspond. Là, ça sera pas une sphère en une dimension de plus ou voilà, ça marche plus après. Donc là, on a quand même un coup de bol, c'est que pour le spin 2 et spin 3, ça correspond à des cercles ou des sphères, des hypersphères, ou je sais pas comment on dit. Donc on peut essayer de comprendre un peu comment ça se dessine et quelle est la logique, quoi. Mais après, ça marche plus, quoi. Donc comment dessiner une sphère, sachant qu'il nous manque une dimension? Ben, on peut regarder déjà le sphère en une dimension, qu'est-ce que c'est un cercle? Si on prend la définition, c'est tous les points à égale distance. On va avoir. Donc il y en a un et là. Donc ça, c'est mon cercle en fait. Le cercle, c'est deux points. Il n'y a que deux points, quoi. Cercle, c'est deux points, quoi. Il n'y a que deux points possibles, quoi. Pourquoi j'ai écrit it? C'est une dimension, pardon. Après, en 2D, c'est quoi un cercle? Donc là, on a deux dimensions. Bah, mon cercle, ça va être tous les points à égale distance. Ça va être ça, donc ça on connaît. Cercle. Bon, bah, c'est le cercle. Et en 3D, euh, bah là, ça va être une sphère. On appelle ça sphère, mais c'est l'équivalent, c'est tous les points à égale distance, quoi. Le cercle égale sphère. C'est-à-dire qu'on essaye de voir la notion de cercle, euh, sphère. Et donc là, en deux dimensions, le cercle, il y a une dimension. Imaginez une petite fourmi qui se balade, elle peut se déplacer que. Elle a l'impression d'être sur une ligne, en fait. Et là, sphère 2D. Là, c'est la petite fourmi, elle peut se déplacer sur toute la sphère. Donc pour elle, elle a l'impression de vivre sur une surface en deux dimensions. Donc ça, on pourrait appeler ça. Donc ça, on appelle S1, S2. Et là, S0, voilà. Donc 1, le petit 1, il veut dire que ben, l'apparence pour la petite fourmi, c'est une dimension. Et là, l'apparence pour un être humain ou une petite fourmi sur une boule, c'est l'apparence d'être sur une surface de deux dimensions. Et donc en quatre dimensions, donc là, ben, je peux pas dessiner, mais ça va être S3. Alors, comment je dessine ça? L'idée, c'est que on peut gratter une dimension en dessinant, par exemple, si je veux comprendre le cercle pour un être qui ne connaît pas les deux dimensions, mais qui connaît qu'une seule dimension, je peux découper mon cercle en deux portions. Voilà. Et après, j'aplatis, j'écrase le truc et ça me fait deux traits comme ça. Et donc là, c'est compréhensible. Donc là, c'est en 2D, donc un être qui n'est pas capable de comprendre les deux dimensions, un être qui vit sur une seule dimension, on est capable de lui retracer dans son monde à lui que avec des traits de une dimension que là, il est capable de comprendre. Donc il arrive à comprendre un objet qui a une dimension supérieure à lui-même, quoi. Par contre, il y a une propriété bizarre. C'est par exemple, si je démarre là, donc c'est comme si je démarrais ici. Je continue, je continue, je continue. Donc j'arrive au bout. Et là, en vrai, hop, on se retrouve. Parce qu'en vrai, on est sur un cercle. Donc on se retrouve ici. Donc on saute ici. Donc pour lui, il va avoir l'impression que. Ok, c'est un trait en une dimension. Mais il est bizarre parce qu'il semble connecté. C'est-à-dire que quand il arrive au bout, hop, il se retrouve ici. Et il continue son chemin. Donc il continue son trajet. Effectivement, il repart dans l'autre sens là. Là, il partait par là.
Donc, il est là, et après, il retourne ici. Et après, quand il revient ici, en fait, ah, ben, il est retourné chez lui. Donc, c'est connecté ici. Donc, hein, puisqu'en fait, en vrai, le chemin qu'il a fait, c'est il est passé par là, et après, il est revenu chez lui. Mais lui, comme il comprend pas, il a l'impression de vivre dans une ligne en une dimension, mais avec une propriété bizarre, c'est que s'il continue, il continue, il continue, il continue, il continue, il continue, il se retrouve à son point de départ. Alors, en 3D, ça va donner quoi, ça? En 3D, donc on va avoir une sphère, donc notre petite fourmi. Donc on va séparer l'équateur, là. On va couper en deux l'orange. Et donc on va avoir deux portions, deux calottes qui correspondent à l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, si vous voulez. Donc là, ma surface, qui a une logique qui boucle sur elle-même, en trois dimensions, je vais la couper en deux et aplatir les deux hémisphères, et les écrabouiller, de façon à que ce soit compréhensible par un être qui vit dans Flatland, c'est-à-dire en deux dimensions. Je sais pas si vous avez déjà vu l'animation Flatland. C'est des petits bonhommes qui vivent en deux dimensions et qui essayent de comprendre des êtres en trois dimensions. Donc là, j'ai un objet, la surface. Alors, pas tout l'objet, heureusement, que la surface. Donc je sais que la surface, elle, elle a une apparence de deux dimensions. Mais j'arrive pas à comprendre comment on peut boucler sur soi-même, parce que on peut comprendre ça que si on vivait en trois dimensions. Mais en coupant en deux et en écrabouillant les deux hémisphères, je me retrouve avec deux, cette fois-ci, surfaces. Donc, et là, c'est compréhensible par des êtres en deux dimensions, mais on retrouve cette logique bizarre, puisque ça doit reboucler, quoi. Donc, si je pars du pôle Nord, si je pars du pôle Nord, qu'est-ce qui se passe? Et que je vais au pôle Sud, je pars de là, là, mais en vrai, on saute jusqu'ici. Et donc, comme j'ai écrabouillé par le haut, c'est comme si on était parti de là. On fait ça. Et après, magiquement, on se retrouve sur la deuxième surface, le deuxième disque. Et on avance là. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en vrai, sur la surface en 3D. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre à quelqu'un qui connaît que deux dimensions d'espace, quoi. Donc lui, on triche, on va lui dessiner deux disques, et c'est censé représenter la surface de la sphère. Et donc, il y a des propriétés bizarres, c'est qu'il y a des points qui sont connectés, quoi. C'est deux disques, mais ils sont connectés. C'est-à-dire que là, il est connecté à celui-là. Celui-là, il va être connecté. Voilà. Donc, c'est deux disques connectés. Tout comme là, on avait deux traits connectés pour simuler le fait que ça boucle sur soi-même, quoi. Donc là, pareil, on peut aller au pôle sud. Et puis, si on continue, euh, on va se retrouver ici et on va revenir au pôle nord, quoi. Donc en fait, on a deux disques qui sont connectés et j'ai mal connecté ce disque-là puisqu'en fait on arrive là. En fait, on devrait arriver sur le bord ici en fait, pardon. Je me suis trompé. La connexion elle est là. Puisqu'on a vu qu'en plus ça inversait le sens. Donc là, bon, je vais refaire en jaune. Donc là, je fais mon trajet par là. Après, je me retrouve sur ce bord-là. Et c'est comme si j'arrivais ici. Voilà. Là, ça marche, là. Hein. On part du sommet de la calotte, qui se retrouve au milieu. On va sur le bord. Après, on écrabouille. Donc, ce bord-là, il devient là.
et on retrouve au centre. Et donc grâce à cette astuce, en trichant, on peut expliquer à quelqu'un qui connaît pas la 3D comment on peut boucler sur soi-même avec... que là, du coup, si on continue, on va finir par revenir au même endroit. Et donc en 4D, donc ça c'est ce qu'il a fait dans la vidéo que je vous incite à aller voir, puisqu'on va avoir... voilà, donc vous voyez, on sépare les deux calottes hémisphériques et on les écrabouille pour faire deux disques. Et on se retrouve avec deux disques qui, cette fois-ci, sont compréhensibles pour un être qui vit dans un espace à deux dimensions uniquement. Alors qu'au départ, la sphère était compréhensible uniquement depuis un espace en trois dimensions, quoi. C'est le seul moyen qu'on arrive à faire reboucler, quoi. Mais on n'est pas obligé de dessiner ça depuis un espace de trois dimensions, si on comprend le fait que, ok, c'est deux disques, mais d'une part, ils sont connectés, et du coup, on va pouvoir reboucler sur soi-même. Parce que ce qui est important de comprendre, la logique, c'est que ça reboucle, en fait, c'est tout. Alors, c'est plus facile à voir en 3D le fait que ça reboucle. Effectivement, on fait le tour complet. Mais une fois qu'on a compris que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça reboucle. C'est-à-dire que quand on fait les transformations de notre groupe, si on transforme, au bout d'un moment, ça revient à comme si on n'avait rien transformé du tout, quoi. On est revenu sur nous-mêmes, quoi. Mais ça, c'est pas ça, nous, qu'on veut comprendre. Nous, ce qu'on veut comprendre, c'est, du coup, c'est la sphère, mais avec une dimension, depuis un espace en quatre dimensions. C'est-à-dire un rebouclage dans trois directions possibles, qui n'est compréhensible en théorie que depuis, si on vivait depuis un espace à quatre dimensions. Mais on va tricher pour comprendre quand même, parce que nous, on est coincé en trois dimensions, mais on va quand même recomprendre ce qui se passe. Donc, je sais pas s'il a fait... voilà. Donc, une sphère 3D est compréhensible depuis un espace à 2D. Voilà, donc c'est les mouvements... donc, on voit comment c'est connecté, en fait, hein. Je sais pas si je peux voir... oui. Non, j'ai revenu au départ. Voilà. Ouais, on va essayer de suivre un mouvement. Voilà. Ah, bah, je me suis retrompé. Voilà. Voilà, donc là, on voit qu'un mouvement sur la sphère peut être représenté pour l'être qui comprend pas la trois dimensions, quoi. Comme si les deux disques étaient connectés d'une façon bizarre. Et du coup, pour comprendre en quatre dimensions, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre Spin 3. Et Spin 3, c'est... il se trouve que c'est S3. Donc sphère compréhensible depuis un espace 4D. Mais S3, on ne peut pas dessiner, mais nous, on va remplacer ça par l'équivalent des deux hémisphères. Donc on va avoir deux boules pleines qui vont être connectées. Donc ça, c'est vision en 3D. En trichant, on triche un peu, mais normalement c'est en 4D. Donc bon là, on peut pas dessiner, mais tous les mouvements
sur cette hypersphère peuvent être dessinés. Donc ça, c'est l'équivalent de nos disques. Mais on peut dessiner dans un volume en 3D en disant, ben, il y a deux boules qui sont connectées, quoi. Là, c'est connecté à là. C'est-à-dire que si je me balade là-dedans et que je sors ici, je me retrouve ici, quoi. Donc, je vais pouvoir me balader et on voit bien que c'est des volumes. Donc, on peut choisir on a bien 3 degrés de liberté dans tous les sens. Mais si vous avancez trop loin, vous revenez à votre point de départ. Et peu importe dans quelle direction, dans chacune des 3 directions où vous partez, vous allez revenir à votre point de départ. Donc ça, c'est la vision écrasée. Mais en vrai, ça serait une petite fourmi dans une hypersphère plongée dans un espace en 4 dimensions. Et donc là, cette surface, ça serait un volume pour elle et elle pourrait se déplacer dans 3 directions possibles. Donc elle aurait l'impression de vivre en 3D avec une propriété bizarre qui fait que ça reboucle. Donc là, on peut regarder vite fait. Voilà, donc un mouvement sur nos deux boules 3D qui sont connectés. En fait, ça modélise le mouvement de notre petite fourmi dans le groupe Spin 3, qui lui ne serait vraiment, en théorie, compréhensible que depuis un espace 4D. Bon, voilà. Donc bah là, allez voir la vidéo, ça sera plus simple. Là, je vais pas refaire. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qui se passe dans la vidéo, quoi. euh, je trouve qu'on en profite mieux, quoi. Après, on peut voir, oui, pour terminer sur la 3 dimensions. Donc je vous avais dit que en 3 dimensions, on pouvait raisonner avec un axe de rotation, mais que ça marchait qu'en 3 dimensions. Puisque en théorie, quand on fait une rotation la plus basique qui soit, en fait, il faut spécifier le plan de la rotation. Et ça marche dans toutes les dimensions. Donc on peut voir. Donc on va partir donc rotation en 3D. Et donc on a un axe, on va dire axe ABC. Et on prend un vecteur. Pour indiquer l'axe, on va prendre un vecteur unitaire. Donc on a B carré plus C carré égale 1. Et donc on va calculer Q. En fait, on peut avoir une formule toute simple. Ça va être cosinus θ sur 2 plus sinus θ sur 2. Et en fait, on peut encoder l'axe directement. Parce que jusqu'ici, on calculait Q sur un plan. Et donc, comme on pouvait écrire des rotations pour n'importe quel plan, il suffit d'en enchaîner plusieurs. On est capable de faire n'importe quelle rotation au final. Mais en 3D, on a une formule plus simple, puisque en 3D, on peut définir un plan de rotation par son axe. Parce qu'un plan, c'est 2D, donc il y a forcément un axe qui est perpendiculaire à ce plan. Donc on peut, alternativement, au lieu de donner le plan dans lequel on veut faire la rotation, on peut donner l'axe qui serait orthogonal à ce plan. C'est équivalent, quoi. Mais ça ne marche qu'en 3D. Donc la formule, ça va être, donc on va avoir A, E, X, Y, plus B. Si j'avais noté. Euh, alors non, c'est pas ça. Ouais, voilà. Pendant que je vérifie. Là, si en fait l'axe, si c'est le X,
l'axe X, Y, Z. En fait, le plan est orthogonal. Donc, si on prend A, ça va être Y, Z plus B. Donc là, on va voir X, Z. Et on avait dit que celui-là, il était à l'envers. Voilà. Mince. E, Z, X. Plus C. Et là, c'est X, Y, celui-là. Donc là, en 3D, on a une formule pour avoir directement notre élément du groupe spin, quoi. Élément de spin 3. Donc avec les demi-angles, mais en spécifiant un axe. Et donc faites attention pour l'axe Y, il est à l'envers des autres, donc il faut mettre soit vous mettez un signe moins, soit vous inversez les lettres. Donc celui-là, il est pas... Attention, quoi. Et ça, pourquoi on retourne les lettres? C'est pour que ça corresponde bien aux rotations dans le sens trigonométrique de l'axe Y, et parce qu'on veut absolument penser en termes d'axe. Hein. Donc pour que la formule elle marche, on va retourner celui-là. Mais si vous oubliez cette histoire d'axe et que vous faites que des rotations dans un plan particulier, on s'en fiche quoi. En fait, vous regardez le plan que vous voulez et dans le sens que vous voulez et puis c'est tout quoi. Mais comme on aime bien penser en termes d'axe en 3D, la formule c'est celle-là, quoi. Et donc ça, après, vous prenez, vous appliquez ça avec toujours la même formule, vous faites, vous avez un vecteur, hein, vous appliquez la formule, vous avez un vecteur, vous appliquez la formule Q, V, Q-1. Donc là, pour moins 1, bah, vous mettez un signe moins, c'est comme si vous changez l'angle. Voilà, et ça va vous faire tourner un vecteur qui peut représenter un point, par exemple. Vous pouvez faire la rotation en 3D de cette rotation-là. Et on retrouve un dédoublement. On a un dédoublement, mais spin 3, on a vu que, ben, en fait, il y a bien 3 degrés de liberté, A, B, C, et l'angle. Et donc, par exemple, on aurait V, où je choisissais un vecteur, ça serait X, E, X, plus Y, E, Y, plus Z, E, Z. Et donc, bah, vous faites votre grosse formule, cosinus θ plus. Donc, une rotation de θ et d'angle U, axe. Hein, donc, ça serait, voilà, sinus θ sur 2. Vous mettez votre axe, donc A, E, Y, Z, plus B, E, Z, X, plus C, E, X, Y. Vous mettez votre vecteur V. Enfin, voilà, vous complétez la formule, il n'y a pas de piège, quoi. Et ça permet de calculer n'importe quelle rotation en 3D. Et si on prend comme axe, par exemple, si on veut se ramener, est-ce qu'on veut retrouver la formule en 2D? On va prendre comme axe X, Y, et donc Z vers le haut, là. En fait, la rotation d'axe Z, c'est le plan qui nous ramène X vers Y. Et donc, l'axe, ça serait 0, 0, 1. Et effectivement, ça nous fabrique une valeur pour Q qui vaut le sinus θ sur 2. On retrouve donc A égale 0, B égale 0, il reste plus que EXY. C égale 1. On retrouve bien la formule en 2D, quoi.
Donc ça, c'est la version algèbre de Clifford des rotations en 3D. Et on voit qu'en fait, ça utilise le groupe Spin 3, quoi, qui est plus fondamental, hein, donc il n'y a pas de mystère. Et alors, du coup, bon, là, on comprend bien la différence entre l'objet qui va effectuer la rotation et le vecteur qui va encoder l'orientation ou la position d'un point. Et alors que si on utilise les fameux quaternions, parce que pour faire des rotations en 3D, en général, on utilise les quaternions dans dans les logiciels, dans les moteurs de jeux vidéo 3D. Donc la version quaternion, qu'est-ce que c'est? On va voir que ça ressemble étrangement. Donc, quaternion, c'est une extension des nombres imaginaires. Donc les nombres imaginaires, c'était, on avait introduit un i carré qui vaut -1, et en fait, i géométriquement, ça c'est un quart de tour. Donc effectivement, si on enchaîne deux quarts de tour, c'est comme si on se retournait. Donc il y a une signification géométrique. Et là, en 3D, les quaternions, on s'est dit, bah tiens, on va faire la même idée. Et on va introduire du coup trois petits symboles nouveaux qui ont tous la même propriété de le carré vaut -1. Et il faut rajouter aussi que quand on fait le produit, ça fait -1 aussi. Et le produit, comment ça marche? En gros, si vous vous souvenez plus, vous faites la règle de... Vous essayez de deviner le troisième axe. C'est exemple, si vous faites I fois J, vous faites la règle des trois doigts. Alors, je sais pas si on les voit, voilà. Vous faites la règle des trois doigts. Là, vous faites I, vous le positionnez sur X, ah ben, c'est à l'envers. Y, vous le positionnez... et le troisième, ça vous dit la réponse, en fait. Donc, I, ça correspond à l'axe X. X. Par exemple, si je mets Y comme ça, donc la règle des trois doigts, elle va nous dire que ça nous fabrique le troisième axe, donc c'est K en fait. Donc IJ égale K. Et si vous vous souvenez de cette petite astuce-là, vous pouvez retrouver n'importe quoi, hein. Puisque si vous faites J fois I, donc là vous mettez votre pouce sur le Y et votre deuxième doigt sur le X, et cette fois-ci, votre troisième doigt va vous indiquer il va aller par, il va pointer par là. Si vous mettez votre pouce là, non, non, on fait Y d'abord. Vous mettez votre pouce ici et votre deuxième doigt ici, bah forcément, votre troisième doigt il va pointer vers l'arrière, hein, ce qui va correspondre à -K. Voilà, donc on voit que les quaternions, ça encode la logique des axes en 3D, quoi. Donc, ça paraît mystérieux comme ça, mais en fait, ça l'est pas tant que ça, quoi. Et donc, vous fabriquez un quaternion. Cosinus θ sur 2, tiens, tiens, plus sinus θ sur 2, et vous mettez votre axe AI plus BJ plus CK. Et le problème, c'est que là, on embrouille tout, parce que en fait, pour votre vecteur, ou votre point en 3D où vous voulez appliquer la rotation, bah, dans l'algèbre de Clifford, on avait EX, EY pour les vecteurs. Et les objets qui faisaient les rotations, c'était les plans par contre. Donc on a bien des objets qui distinguent les vecteurs des éléments du groupe sin. Mais là, on n'en a pas. On a effectivement ce qui correspond au EXY. On retrouve les mêmes propriétés. C'est par si je dis I, I, si je traduis, c'est bien ce qui correspond à EXY. Non, c'est l'autre. I, c'est l'axe X, donc on va dire que c'est YZ. Et J, c'est l'axe Y, donc c'est EZX, puisqu'il est à l'envers. Et donc si je fais I fois J, c'est pareil que EYZ
EZX. Et ça fait... alors, j'ai bien fait ou pas? I, alors I, on dit c'est Y, Z. Après J, c'est l'axe Y. Donc c'est bien celui-là. ZX. On a dit voilà. I c'est YZ. Et J c'est ZX. Voilà. Donc quand je fais I fois J, YZ fois ZX, on a du coup YZ ZX. Z au carré, ça fait moins 1. Donc on va avoir moins EYX qui correspond à EXY qui correspond bien à K. Donc on voit bien que les quaternions, c'est une algèbre de Clifford déguisée, quoi. Sauf que ben, on n'a pas les vecteurs. Et donc on est obligé de magouiller. Et du coup, pour faire la même chose que l'algèbre de Clifford en utilisant que les quaternions, on est obligé d'encoder le point en réutilisant le I, le J et le K. XI plus YJ plus ZK. Donc il se trouve que ça marche. C'est-à-dire que l'image de votre... En utilisant que les quaternions, vous allez avoir une formule équivalente, en fait, quoi. Euh, il se trouve que ça marche, mais on voit que d'un point de vue logique, d'un point de vue conceptuel, c'est un peu bizarre, puisqu'on va réutiliser le I, le JK pour encoder notre vecteur, alors que normalement ça n'a rien à voir, quoi. Alors que dans l'algèbre de Clifford, on distingue bien le vecteur de ce qui permet de faire tourner le vecteur. Donc bah, les quaternions, en fait, ça va marcher qu'en 3D, parce que ça repose sur une magouille mathématique qui fait que effectivement la formule reste valable en remplaçant les vecteurs par le plan orthogonal. Hein, puisqu'il y a une correspondance, en fait, ça marche uniquement parce qu'il y a une correspondance entre les plans, un plan et avec un axe qui lui est orthogonal, quoi. Mais du coup, mathématiquement, les calculs fournissent les bonnes réponses. Mais conceptuellement, voilà, tout est embrouillé. C'est quoi ce I, ce J, ce K? Pourquoi on les réutilise dans les deux pour encoder les vecteurs? Pourquoi ça marche? Tout ça, on n'a pas de réponse. Alors que dans l'algèbre de Clifford, on comprend ce qui se passe un peu mieux, quoi. Et surtout, si on veut se ramener en 2D, alors là, ça marche pas du tout, hein. On avait vu que dans l'algèbre de Clifford, quand on se ramenait en 2D, eh ben, on retrouvait exactement la même formule que si on avait réfléchi uniquement en 2D. C'est-à-dire qu'en 2D, on n'aurait eu qu'un EXY. Le Z, on ne sait pas ce que c'est. Ben, on voit qu'on retrouve exactement la même formule. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de savoir, au final, combien de dimensions on utilise en vrai. La formule, c'est, voilà, on donne le plan et puis c'est terminé, quoi. Alors que si vous partez des quaternions et vous dire, tiens, je vais utiliser que en 2D, c'est-à-dire que en 2D, on va avoir X, Y, et donc on va faire les rotations autour de cet axe-là, en fait, parce qu'il n'y en a qu'une, hein. On peut que tourner que dans le plan. Et donc si on écrit Q, donc on va avoir cosinus θ sur 2 plus sinus θ sur 2. Ce qui correspond à l'axe, bah, c'est juste K, du coup. Par contre, le vecteur, bah, on est obligé d'utiliser I et J quand même. XI plus YJ. Donc là, on voit qu'on se ramène pas du tout au nombre imaginaire, hein. L'astuce des quaternions ne marche qu'en 3D. Et c'est pas très compréhensible, quoi. Parce qu'il y a une embrouille entre les vecteurs et bah, comme les nombres complexes, hein. Quand on fait une rotation avec les nombres complexes, on encode, on utilise, on a une double, on va avoir par exemple I,
I fois... Là, ça veut dire qu'on fait un quart de tour. Et on encode la position par un nombre complexe aussi, par exemple 1 plus I. Et là, c'est la même magouille que pour les quaternions. Là, on réutilise les nombres imaginaires qui est censé encoder une rotation, mais cette fois-ci, on dit non, non, c'est une position, quoi. C'est vecteur position. Et ça marche. C'est effectivement, en fait, ce que je veux faire, c'est quart de tour pour le vecteur 1, 1. Donc si on fait les calculs, ça va marcher. Mais ça ne marche que parce que il y a une ambiguïté entre est-ce qu'on encode la rotation ou est-ce qu'on encode le vecteur. Donc ça marche pour les nombres complexes et pour les quaternions, mais après ça marche plus. Donc si vous comprenez les algèbres de Clifford, là ça marche tout le temps dans n'importe quelle dimension pour n'importe quelle signature d'espace. Et il y a pas d'embrouille. Voilà, on distingue bien les vecteurs des objets qui permettent de faire des rotations. Donc, bah, au final, on comprend mieux la logique derrière, quoi. On fait pas des calculs bêtement sous prétexte que ça donne la bonne réponse, quoi. Bien, bon, bah, prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'ai vu que la dernière fois qu'il y en a qui mettaient des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Moi, ça me permet derrière d'améliorer un peu les explications. Allez, à bientôt!